Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'Agora de l'exposition Esprit critique, détrompez-vous, du Quai des Savoirs. Alors on est très content de vous accueillir pour cette première soirée où on va parler de l'image, des détournements de l'image et notamment de ces détournements des deepfakes en passant par le prompt art. Donc un joli voyage au cœur de l'actualité vraiment brûlante en ce moment, puisque c'est l'actualité technologique, on va parler d'intelligence artificielle, mais aussi de l'actualité sociétale, puisque ces images peuvent aller jusqu'à faire changer nos volontés de vote, nos idées de vote, nos envies, nos opinions, même sur les débats, sur les politiques et sur les conflits armés. Voilà, alors pour en parler ce soir, on a le plaisir de recevoir nos trois invités. La première invitée, c'est Aline Viam. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès. Bonsoir Aline. Bonsoir. Nous avons également Caroline Delieutraz. Caroline, vous êtes artiste plasticienne. Vous vous intéressez particulièrement aux diverses façons dont Internet peut interagir avec le réel. Et vous avez participé récemment à l'exposition Les images flottantes, qui était présentée au Pavillon Blanc à Colomiers, dont le Quai des Savoirs était coproducteur. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Ruffin van Rullen, vous êtes neuroscientifique et vous utilisez l'intelligence artificielle pour mieux comprendre notre cerveau. Bonjour Ruffin. Bonsoir. Voilà, et pour toutes celles qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions dans le chat et on les prendra avec les questions de la salle à la fin de notre conversation. Alors pour démarrer cette rencontre, nous voulions vous proposer un petit jeu histoire de tester la perspicacité de votre cerveau. Alors, on va vous présenter quelques images. Parmi ces images, 3 personnes n'existent pas, une seule personne existe. Alors les personnes du Quai des Savoirs n'ont pas le droit de jouer. Selon vous, parmi ces 4 personnes, qui existent, qui n'existent pas. Donc est-ce que la première personne, ceux qui pensent que la première personne existe, lève la main. Est-ce que le numéro 1 est un véritable humain? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est vrai que vous pouvez jouer. Hein. Alors 5 pour le numéro 1. Alors le numéro 2, est-ce que pour ceux ou celles qui pensent que le numéro 2 est une véritable personne, levez la main. 16, 17, 18. Oula! Ceux qui pensent que le 3e est un véritable humain, lève la main. Ok, 12. Et puis le dernier, donc ceux qui pensent que le numéro 4 est un véritable humain, lève la main. C'est plus timide. 2 personnes. Alors, verdict, Marina. Verdict, vous avez presque tout faux. Alors pas totalement tout faux parce que la majorité avait quand même raison. Le véritable humain est bien le numéro 2. En l'occurrence, c'est une petite dédicace à un ancien collègue, François Lajuzan. Voilà, donc vous avez à peu près reconnu, enfin à peu près, non, 18, donc c'est la majorité. Alors le but, c'est évidemment, à travers ce petit jeu, c'est de se rendre compte que c'est pas si facile que ça, finalement, hein, de reconnaître un véritable humain à travers ces portraits qui sont hyper réalistes, puisque voilà, il y a quand même là, une bonne moitié du public qui a voté pour les trois autres images. Alors justement, comment on peut faire le tri? Alors ces images sont fabriquées par un logiciel qui s'appelle GAN2, je crois, Ruffin. Comment on peut arriver à fabriquer des images aussi réalistes? Oui, donc ce logiciel en particulier s'appelle StyleGAN2. Ça fait partie d'une classe de modèles qui s'appelle les GAN, donc c'est en anglais Generative Adversarial Networks, des réseaux génératifs adversariels. En fait, la plupart des algorithmes qu'on va discuter ce soir, et la plupart dont on entend parler dans les médias par exemple, c'est des algorithmes qui sont basés sur des réseaux de neurones. Donc c'est la nouvelle intelligence artificielle entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'on connaît ou qu'on utilise les réseaux de neurones depuis 30 à 40 ans, mais qui est vraiment devenu mainstream ces 10 dernières années. Donc ces réseaux de neurones, c'est quelque chose qui est vaguement inspiré du fonctionnement du cerveau. C'est pour ça qu'on dit neurones. Et c'est des algorithmes qui contiennent beaucoup de petites unités. Quand je dis beaucoup, c'est des millions, voire des milliards de petites unités, des neurones, entre guillemets. Et c'est des algorithmes en fait, dont le fonctionnement dépend de ce à quoi on les entraîne. Et on peut les entraîner quasiment à tout à partir du moment où on peut leur dire oui ou non, quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Et quand on répète ça sur des milliards d'exemples, eh ben, on peut entraîner des réseaux à faire n'importe quoi. Donc dans le cas précis ici, on avait utilisé une base de données de vraies images de personnes et on avait simplement appris à un réseau à dire « génère des images
qui sont proches de celles-là, mais qui ne sont pas identiques. Et au début, le réseau il va générer n'importe quoi. Et en fait, on utilise le trick de ces GAN, de ces réseaux génératifs adversariels, c'est qu'on utilise un deuxième réseau, c'est l'adversaire, qui regarde la sortie et qui dit, s'il pense que la sortie venait des images originales, il a fait la tâche que vous faites. En fait, il a dit, ça c'est un humain, ça c'est pas un humain. Et en faisant travailler ces deux réseaux ensemble, comme des adversaires, eh bien, les deux réseaux s'améliorent jusqu'au point où le réseau qui nous intéresse, celui qui génère des images qui sont en tout point indistinguables des vraies images d'humains, en tout cas indistinguables du point de vue de l'autre réseau adversaire. Et, voilà du coup, avec une infinie de possibilités, parce que si je fais la requête 1000 fois, je vais avoir 1000 portraits radicalement différents. Exactement. Le deuxième objectif du réseau, c'est pas juste de générer des images comme celles de la base, mais c'est de générer des images comme celles de la base, mais qui ne sont pas dans la base. Et donc on peut décrire cet objectif quantitativement, et on peut infuser cet objectif dans le réseau. S'il donne une image qui était déjà dans la base, il sera puni, donc il apprend à faire ce qu'on lui demande. Alors, quel est l'intérêt en fait, de faire des algorithmes qui produisent des images d'humains hyper réalistes? Il y a énormément d'intérêts différents. On parlera par exemple de la création d'images artistiques un petit peu plus tard. Mais même dans ce cas précis, par exemple, ces images, ces fausses images de personnes, elles sont utilisées à l'heure actuelle. J'ai notamment lu un article récemment. Il y a des entreprises qui utilisent ces images-là sur leur page web pour faire semblant qu'elles ont des employés. Et donc, elles font des fausses pages sur la page About Us. Elles mettent 4 ou 5 photos comme ça pour faire semblant qu'ils ont plus d'employés qu'ils n'en ont vraiment. Parce que c'est des photos qui sont sans droit et c'est des gens qui n'existent pas, donc ils ne peuvent pas vous attaquer en justice. Oui, effectivement, il fallait y penser. Alors, si ça vous intéresse, si ça vous amuse, il y a un site internet qui est accessible à tout le monde et qui a même été traduit en français, qui s'appelle That Person Does Not Exist. Donc, cette personne n'existe pas. Et en fait, vous cliquez, et là, c'est complètement fascinant parce qu'on peut passer 1 heure à cliquer, on ne verra jamais le même portrait. Et la personne qu'on a vue, enfin l'image qu'on a vue, finalement, on ne la verra plus jamais. Donc, voilà, Mais pourtant, on pense l'avoir croisée il y a 2 heures dans le métro ou ailleurs. C'est ça qui est absolument incroyable. Ouais, c'est tellement réaliste qu'on ne peut pas s'empêcher d'attribuer une vie, une personnalité, un caractère à la personne. On imagine la famille qu'ils ont, la profession qu'ils peuvent avoir, et c'est dur de ne pas le faire parce que c'est automatique. Moi, j'ai une question. D'où viennent les images de la base de données? Ouais, très bonne question. Alors, au départ, il y avait une base qui s'appelait Celeb-A qui avait été faite avec 200 000 images de célébrités, mais c'était en fait une trop petite base d'images. Et donc, les images qu'on a vues ici de StyleGAN 2 ont été apprises sur un dataset qui est encore plus gros. Et je ne me rappelle plus de la taille du dataset, mais je crois que c'est aussi des images de célébrités. Donc, c'est des images à plus haute résolution, probablement d'1 million ou de plusieurs millions de célébrités. Et donc, ça peut induire des biais, évidemment. Je pense que c'est le sens de votre question. Ça peut induire des biais dans le type d'images qui vont être générées. Alors, Aline, imiter le réel, imiter les humains, reproduire, retranscrire le réel par les artistes depuis des années, des siècles, c'est fait. Qu'est-ce qui vous paraît nouveau ou innovant ou radicalement différent, ou pas, avec l'apport de l'intelligence artificielle? La question, c'est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau ou pas? Parce que c'est vrai qu'imiter le réel, on le fait depuis toujours. Hein. Les premiers philosophes, ils parlent de mimésis. Enfin, c'est pas par hasard. Enfin, le premier geste de connaissance et de production d'images, c'est l'imitation de ce qui existe. Et ça a toujours fait peur aux philosophes. Enfin, Platon, déjà, il condamnait les arts trop ressemblants en disant que ça allait tromper les citoyens de la cité et que c'était dangereux même pour la gouvernance politique de la cité. Donc Platon pourrait très bien participer à cette table ronde, nonobstant quelques petits problèmes. Il n'était pas disponible. Voilà, c'est ça. Un agenda un peu trop chargé, mais sinon il aurait tout à fait pu, indépendamment de la nouveauté technique et technologique spécifique, le fond des interrogations et des craintes par rapport à ce type d'image. Moi, personnellement, la question de est-ce que cette personne existe ou pas, je la rencontre principalement dans les réseaux sociaux. Enfin, la question, c'est est-ce que c'est un faux compte ou pas. Et ce type de questionnement, le support technologique avec lequel il vient et clairement l'amplitude
aussi, hein, et la force de frappe est bien plus importante que dans la Grèce antique, mais pour le reste, c'est exactement le même type de question qui repose sur la peur que le grand public ne soit pas assez éduqué et risque de se faire berner par les images et par les productions artistiques. Mais ça a commencé dès l'invention de la peinture en trompe-l'œil ou même de l'architecture en trompe-l'œil dans la Grèce antique, hein, ce type de crainte. Ma question, c'est, en fait, est-ce qu'on ne se fait pas déjà tous un peu berner par les images, que ce soit le grand public ou même les professionnels des images, puisque je pense que même des professionnels, là, auraient pas forcément su... Comment on peut éduquer à reconnaître des images qui sont inreconnaissables quelque part? Comment savoir distinguer le vrai du faux quand c'est totalement hyper réel? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué et on pourrait même compliquer la question en se demandant pourquoi est-ce que notre première approche par rapport aux images, c'est toujours distinguer le vrai du faux. Alors dans le cas de propagande politique, on comprend bien l'intérêt, mais c'est vrai que c'est notre premier réflexe. Et c'est déjà le problème qu'on a avec Platon, pour le dire vite et résumer un peu, je suis désolée pour mes collègues spécialistes de la philo antique, mais Platon nous a un peu biaisé le débat en posant la question de la production d'images en termes de est-ce que c'est vrai ou faux et est-ce que ça participe à la connaissance. Il y a plein d'autres raisons de regarder et de produire des images que la recherche du vrai. Alors, on va rester quand même dans la question de reconnaître le vrai du faux, parce que comme vous avez évoqué aussi les enjeux sur les réseaux sociaux, par exemple, créer des faux comptes pour induire une population en matière de vote, par exemple, pour influencer une population en matière de vote, on parle aussi d'une technologie qui s'appelle le deepfake. Et là, je voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo assez célèbre d'un deepfake. Le deepfake, c'est une façon, alors là, on est dans l'image animée, c'est une manière de faire parler quelqu'un de célèbre, de lui faire dire des choses qu'il n'a en fait jamais prononcées et qu'il ne prononcerait même jamais en public, et donc de le publier sur les réseaux sociaux, de le publier sur Internet pour justement créer le scandale ou créer derrière du buzz. Et donc ça, c'est très gênant, très embêtant, surtout quand il s'agit d'un ancien président des États-Unis. Donc je veux parler de Barack Obama, qui tient des propos sur Donald Trump qu'il ne dirait jamais, évidemment, en public. Alors c'est en anglais, puisque c'est là qu'on voit vraiment la tromperie. Donc je vous propose de regarder et d'écouter cet court extrait vidéo. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Voilà, alors on voit la révélation de la supercherie à la fin, mais c'est un extrait qui est quand même assez bluffant, puisqu'on entend exactement le timbre de voix de Barack Obama, on le voit bouger les lèvres exactement en fonction de ce qu'il dit, il a l'air complètement naturel. Donc là, la technologie fonctionne aussi pour le cinéma, pour l'image animée, Ruffin. C'est aussi le même genre de technique. On va bientôt voir des films totalement fabriqués par la machine. Ouais, c'est exactement la même technique, mais là où en fait on met ensemble plusieurs types de réseaux qui sont entraînés sur différentes choses, des réseaux qui sont entraînés sur des images pour qu'on voit Barack Obama. Il y a aussi un réseau qui est entraîné sur la voix pour qu'on croie que c'est lui qui parle. Et ensuite il y a des petits algorithmes qui sont pas, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est juste des petits algorithmes qui recollent un petit peu les mouvements de la bouche, etc. Mais en gros, on met ensemble toutes ces choses-là et l'impression est bluffante. Ouais. Alors vous, Caroline, vous ne vous êtes pas intéressée au deepfake, mais quand même à cette... Pas encore, c'est peut-être les prochains travaux, mais par contre vous vous êtes intéressée à l'évolution de l'image et notamment des images du paysage français, notamment les images de Pardon et des images qui sont à voir sur Google Street View. Alors on a pris un petit extrait de votre travail, donc à gauche vous avez une photo de Pardon, à droite... Ma droite, c'est bon. À droite, une photo issue de Google Street View. Et vous avez mis ces images en vis-à-vis. Pourquoi ?
Pour montrer qu'il s'agit de deux réalités différentes. Et pourtant, ce sont en fait, c'est toute une série de diptyques qui reprend comme ça les photos de Pardon et qui l'a fait en fait tout le long des routes de France. Et en fait, on se rend compte, si on fait ce travail que j'ai fait, c'est-à-dire d'aller enquêter et chercher le pendant de ces photos sur Google Street View, qu'on peut retrouver chacune des photos, pas toutes, mais une grande partie des photos de Pardon sur Google Street View et les prendre en capture d'écran. Donc en fait, moi, mon travail, ça a été simplement de mettre en dialogue en fait deux types d'images, l'une faite par un artiste très reconnu de Pardon, qui a un regard photographique, qui a décidé d'un cadrage, et puis les photographies de Street View, qui sont en fait des photographies qui simulent une continuité du paysage. Donc ce sont énormément de photographies qui sont prises en haut sur un mât en haut d'une voiture, donc il y a plusieurs objectifs. De son côté, de Pardon avait une chambre photographique et puis un camion et il s'arrêtait le long des routes. Donc moi, en fait, simplement, j'ai été guidée par Raymond de Pardon pour faire ces cadrages, puisque en fait, on le sait, dans Street View, il y a cette impression de continuité qui fait qu'on ne voit pas que ce sont des images. On a l'impression que c'est un monde en soi, en fait. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est qu'en fait, certaines images proposent des mondes qui donnent une idée de ce qu'est la réalité, qui nous influence sur ce qu'est la réalité. Ce que les artistes, je dirais, questionnent cette réalité. Ils créent aussi des réalités, mais ils ne cherchent pas à disons, l'imposer. Et c'est peut-être ça qui est un peu dangereux dans l'idée de créer des réalités et de donner l'impression que c'est ça la réalité, puisqu'en fait on ne sait pas ce qu'est la réalité réellement. Donc là c'est pour ça que c'est ce qui m'intéressait dans cette confrontation de différentes images, puisque quand on les confronte, on commence à réfléchir qu'est-ce qui les différencie en fait. Ce qui les différencie, c'est effectivement l'algorithme de Google qui va flouter certaines parties d'images, notamment les centrales nucléaires sont floutées par exemple. C'est vrai que de Pardon ne va pas flouter les centrales nucléaires. Et du coup, on va comprendre en les comparant comment elles ont été fabriquées et comment elles sont diffusées et pourquoi. En fait, on va commencer à se poser ces questions-là. Voilà ce qui m'intéressait dans ce projet. Oui, on peut se demander pourquoi l'algorithme de Google floute les centrales nucléaires. Est-ce qu'on n'est pas là face à une sorte de censure automatique ? Alors, bon, en fait, je pense que c'est une question légitime de sécurité nationale. Est-ce qu'elle est légitime ou pas? Mais on peut se la poser. Enfin, on répond ça souvent pour la censure. En fait. Mais ça existait déjà sur les cartes en papier. Il y avait des zones blanches dans les cartes, même les cartes IGN très précises. On avait des zones blanches pour les terrains d'entraînement militaire, etc. Enfin, on les a toujours. C'est juste qu'on a beaucoup moins de cartes papier qu'avant. Mais finalement, là, Google Maps et Google Street View ne fait que reproduire une pratique qui existait déjà dans les cartographies plus traditionnelles. Oui, d'accord. Finalement, il obéit à la loi qui interdit sûrement de représenter les installations sensibles. Oui, je pense, sauf que la centrale nucléaire que Raymond de Pardon avait représentée était floutée sur Google Maps, sur Google Street View, de manière quand on était très éloigné. Et puis quand on se rapproche de la centrale nucléaire, en fait, quand on est tout près, d'un coup, plus rien n'est flouté. Donc c'est la centrale de Belleville, si vous voulez aller voir. Et plus rien n'est flouté, on voit très très bien la centrale. Donc en fait, il y a aussi ces algorithmes qui parfois fonctionne un peu aléatoirement, je ne sais pas. Alors, on retrouve sur votre site internet en fait votre démarche de recherche où vous baladez ce petit bonhomme, vous menez l'enquête vraiment à travers les images, le paysage, la carte finalement, et vous faites ce travail d'enquête. Donc, c'est des vidéos qui sont en ligne sur votre site internet et qui sont très sympas à regarder pour voir vraiment la démarche. Ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'images, enfin les images de Google sont des images prises par des appareils photo. Après, les algorithmes, ce sont des bases de données qui les arrangent. Mais effectivement, ici, il n'y a pas d'images générées de toutes pièces avec les technologies dont Ruffin parlait. Mais peut-être que quand même, ça préfigure ce qui arrive aujourd'hui. Parce que c'est un travail de 2012.
Oui, alors là encore, Google Street View, est-ce qu'on retourne dans la caverne de Platon? Je me retourne vers vous, Aline, parce que là, on est en train de dire que finalement, Google nous propose une représentation du monde, hein, du réel, qui voudrait peut-être imposer à la place d'autres formes de représentation. Quand on pense à certaines personnes qui ne s'informent que par Google, par exemple, hein, ou par Facebook, on peut se dire, mais finalement, il y a quand même un risque à ça, à fabriquer des représentations du monde qui ne correspondent pas ou qui correspondent à d'autres règles que celles qu'on peut définir démocratiquement, par exemple. Oui, alors cela dit, la question de la représentation légitime, elle date encore. J'ai toujours répété le même motif. Désolé. Mais elle ne date pas des nouvelles technologies. Hein. Ça a toujours été des enjeux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on représente? Qui fait la carte? C'est des questions qui se sont posées avec la découverte des Amériques, par exemple. Hein. Il y a des philosophes du droit qui considèrent que c'est les relevés cartographiques des Européens qui fonctionnent comme droit à la propriété. Ils ont la capacité de reproduire, donc ça leur appartient. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que n'importe qui traîne 5 minutes sur Google Street View, enfin, on se rend compte que ce n'est pas le réel. Parce qu'effectivement, il y a des ruptures dans la continuité. Il y a cette impression qu'on peut continuer, qu'on avance comme ça dans une reproduction d'une rue. Mais tout à coup, sur un cliché, il y a une personne floutée qui était sur le trottoir qui disparaît dès qu'on avance de quelques mètres. Et donc, il y a quand même toutes des reprises ludiques. Enfin, il y a quand même plein d'indices qui permettent de jouer avec le dispositif et de se rendre compte que ce n'est pas le réel, c'est une simulation et qu'on peut jouer avec ça. Et je me faisais aussi la réflexion avec la vidéo deepfake de Obama, doublée ici en l'occurrence par Jordan Peele, parce que nous on le voit comme Européens, donc on est bluffé par le dispositif. Mais Jordan Peele, c'était quand même un imitateur de Trump très connu, d'Obama très connu sous les années Obama. Et il n'est pas impossible que les Américains fans de comédie reconnaissent le style de l'imitateur en entendant la vidéo. Et là, tout de suite, on a un petit décalage, enfin des reprises ludiques possibles. La vidéo n'est pas seulement, il y a un vrai risque que je minimise pas, de tromperie, mais il y a aussi plein d'opportunités de décalage et de réappropriation en fait dans ces technologies qui coexistent avec les dispositifs de pouvoir. Oui, en fait, vous parlez un peu du premier degré, du second degré. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que pour les Américains, c'est peut-être du second degré. Ils font une référence, cette image pour eux est référentielle, alors que pour nous, on la prend au premier degré, puisqu'on ne connaît pas cet imitateur. Donc ça dépend vraiment du cadrage, de la réception de cette image. Oui, parce que c'était vraiment un imitateur connu de Obama. Et c'est comme certains imitateurs, je n'ai pas d'exemple en tête français, mais il y a des imitateurs qu'on reconnaît en tant qu'imitateurs. Enfin, on reconnaît à la fois la qualité de leurs imitations et on sait tout de suite c'est la patte de tel imitateur et pas de tel autre. C'est le style, en fait. Alors, du coup, tout ça, ça nous pose la question quand même de notre cerveau, de la manière dont on appréhende toutes ces images aussi, parce que c'est les technologies, mais c'est aussi nous, ça nous questionne sur nous. Et du coup, on voudrait profiter, Rufin, que vous êtes là, pour en savoir un petit peu plus sur le cerveau. Alors, vous travaillez à partir d'une technique d'imagerie cérébrale qui s'appelle l'IRM. On va voir une image d'une IRM, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire, en introduction à vos recherches, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on voit sur ce type d'image? Pour vous, en tant que chercheur, qu'est-ce que ça vous apprend? Oui, donc parce que je m'intéresse au réseau de neurones artificiels, comme on en parlait au début, mais je m'intéresse aussi au réseau de neurones naturels, c'est-à-dire les neurones qu'on a dans le cerveau. Et donc, une des manières d'enregistrer l'activité et le fonctionnement de ces neurones, c'est de faire appel à l'IRM. Donc ici, vous avez une image qui a été prise avec une personne dans un scanner. Et donc là, c'est juste une image qu'on appelle anatomique, qui nous permet de voir la structure, où sont les sillons cérébraux. Mais on peut aussi faire des images fonctionnelles, des images qui vont en fait se superposer sur cette anatomie et vont nous dire où est-ce que ça s'allume, où est-ce que ça s'active quand la personne est en train de réaliser telle tâche, quand la personne est en train de regarder telle image par rapport à telle autre image, quand elle est en train de penser à ce qu'elle va manger demain matin plutôt qu'à sa liste de courses, etc. Et donc on peut comparer un petit peu ces images d'activation fonctionnelle pour essayer de savoir où sont les zones du cerveau qui codent pour telle ou telle propriété, et puis surtout à l'inverse, essayer d'inverser le processus pour partir de ces activités et essayer de deviner un petit peu ce que pourrait être en train de faire le sujet, ce qu'il peut être en train de voir, ce qu'il peut être en train de penser.
Et c'est quelque chose qui nous permet de boucler la boucle en fait, parce que récemment, ces 4-5 dernières années, pour faire ce genre d'interprétation des images IRM fonctionnelles, on fait appel à des réseaux de neurones, parfois des réseaux de neurones génératifs comme ceux qu'on a pu voir auparavant, pour générer des images à partir de l'activité du cerveau, pour générer l'image que le sujet pourrait être en train de regarder. Donc ça, je crois que c'est sur la slide, C'est ça, on a l'image suivante. Où on peut voir un petit peu le genre de résultat qu'on a eu dans quelques papiers, où dans un cas, c'est vraiment le réseau de neurones que vous avez vu avant, c'était un GAN qui avait été entraîné à générer des photos d'images. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré aussi à des sujets humains beaucoup de photos de visages, et on a essayé d'apprendre à traduire en fait l'activité du cerveau en un langage que le GAN, le réseau génératif, pouvait comprendre, de manière à ce que pour de nouvelles images, des images tests qui n'avaient pas été apprises par notre algorithme, le sujet regardait l'image et on arrivait à deviner, entre guillemets, puisque ce n'est pas parfait comme vous pouvez le voir, mais on arrivait à deviner le visage que le sujet était en train de regarder à ce moment-là. Et plus récemment, on a essayé de généraliser ça non seulement à des visages, mais à n'importe quel type d'image naturelle. Donc là, vous avez des animaux, des véhicules, et bon, vous voyez que ce n'est pas parfait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à reconnaître quelque chose dans l'image. En plus, c'est une technologie qui va forcément s'améliorer, parce qu'en fait, la technologie est limitée par deux choses. Elle est limitée par le bruit d'enregistrement de l'activité cérébrale. Ça, on ne pourra pas y faire grand-chose, parce que c'est des données qui sont très bruitées. Mais elle est aussi limitée par la qualité de ces GAN, et ces GAN, ils s'améliorent tellement ces dernières années qu'on n'a qu'à se baisser pour ramasser les nouveaux GAN et les appliquer à notre thématique, et à chaque fois, ça génère des images qui sont de mieux en mieux. C'est ça, donc là, en gros, si je résume, vous avez des gens avec lesquels vous travaillez, qui sont volontaires, qui vont rentrer dans une IRM, auquel vous allez présenter toute une série d'images, pour voir un peu calibrer finalement ce que la personne voit et ce que ça allume elle, dans son cerveau à elle. Et à partir des images que vous allez présenter, qui sont les images du haut, vous allez pouvoir reconstituer sans forcément voir les images du haut, ce que la personne a vu. Donc finalement, vous êtes presque capable de lire nos pensées. Tout à fait. C'est de la lecture de pensée entre guillemets. Il faut que les gens pensent à un visage. Donc là c'est encore plus facile parce que les gens voient un visage. Mais on a aussi généralisé ça à l'imagination entre guillemets. C'est-à-dire que dans certains essais, on disait aux gens d'imaginer un visage alors qu'il n'était pas présenté à l'écran. Et le but du jeu, c'était de deviner, donc de faire de la lecture de pensée, de deviner quel visage auquel ils étaient en train de penser. Et on arrivait à faire ça, moins bien qu'ici, mais on arrivait à faire ça aussi. Donc, en quelque sorte, c'est de la lecture de pensée. Peut-être un jour, on pourra décoder les rêves, etc. Et ça veut dire que la machine qui produit les images d'en bas n'a pas vu les images d'en haut, c'est ça? Exactement. Alors, elle a vu beaucoup d'exemples. C'est un peu comme les réseaux de neurones. Il faut les entraîner avec beaucoup d'exemples. Elle a vu beaucoup d'exemples où elle savait quelle était la bonne image et elle avait l'activité du cerveau. Et elle a appris à faire le lien entre les deux par l'intermédiaire d'un réseau génératif pour directement, à partir d'une nouvelle activité cérébrale qu'elle n'avait jamais vue, générer l'image correspondante. Et alors du coup, dans notre cerveau, parce que ce qui est assez rigolo, notamment sur les images de portraits, c'est qu'on voit très bien les détails qu'on repère, nous, humains, et puis ça floute le reste. Finalement, l'image en bas, elle est presque plus fidèle à nos souvenirs à nous que la vraie. Oui, je pense qu'il y a une certaine partie du décodage qui va dépendre de ce à quoi fait attention le sujet à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est que le même visage peut être encodé différemment par différentes personnes. S'ils font plus attention aux yeux, on aura un meilleur décodage des yeux. Si une autre personne fait plus attention aux cheveux, on décodera mieux les cheveux. Et sur les animaux, ça ferait pareil. Genre, si on prend un ornithologue et qu'on lui présente des oiseaux, on aura peut-être plus de détails fins. Enfin, on aura peut-être moins d'animaux bizarres comme ceux de la dernière ligne. Oui, parce que ça marche moins bien sur les animaux. Oui, c'est possible, mais avec, donc, encore une fois, la limite que ces algorithmes, pour l'instant, sont limités par le bruit d'enregistrement dans l'IRM. Et là, ça marche moins bien pour les animaux, tout simplement parce que les GAN marchent moins bien pour les animaux que pour les visages humains. Parce que les visages humains sont très bien calibrés, donc c'est facile à apprendre, alors que les animaux, et donc c'était pas que des animaux, il y a des véhicules, etc. Et la diversité des images est telle que c'est plus dur à apprendre pour un réseau génératif, mais ça marche. Est-ce que c'est plus dur en soi, ou est-ce que c'est parce que les programmes sont à la base programmés par des humains qui sont plus intéressés par les humains? Non, je pense que vraiment c'est plus dur en soi parce que la diversité des images, même en mesurant les pixels, la diversité des images est plus grande sur une base où on a n'importe quel animal dans n'importe quelle position
que sur la base de visages qui sont bien calibrés, notamment les yeux sont toujours au même endroit dans chacune des images, donc c'est une question de calibration plus qu'autre chose. Si on avait des images d'humains, mais très diverses, prises dans n'importe quelle position, dans n'importe quel endroit, etc., ça serait aussi dur à apprendre que les animaux. Donc pour le moment, on ne peut pas lire dans toutes nos pensées, mais seulement certaines images spécifiques et plus particulièrement des visages qui sont bien centrés. C'est toujours ça de gagner. En gros, oui. Pour le moment. Est-ce qu'il y a besoin que la machine apprenne du sujet pour voir comment... Est-ce qu'on pense tous de la même façon à des images ou est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est individualisé? Donc, à l'heure actuelle, les algorithmes sont individualisés. On n'est pas capable de prendre l'algorithme entraîné sur une personne A et de l'appliquer pour deviner ce que pense une personne B. Parce que, en fait, le pattern d'activation cérébrale, le motif d'activation cérébrale est différent chez les personnes. Ça se passe plus ou moins au même endroit dans le cerveau, mais pas exactement de la même manière. On a besoin d'avoir accès à ça. C'est un petit peu comme si chaque sujet parlait son propre langage dans sa tête. Et donc, on a besoin d'apprendre ce langage et on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Et ça, pour le développer, si on imagine dans le futur, d'ici 5-10 ans, comment vous voyez le développement de cette technologie? Parce que c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos de se dire que la machine est capable de voir à quoi on pense, voire de figurer nos rêves. Donc, est-ce que c'est quelque chose il n'y a pas de difficulté majeure à part la quantité d'informations? Donc, il n'y a pas de limite à part celle que je disais qui est la limite du bruit d'enregistrement, donc qui va forcément un jour nous amener à un mur, une limite supérieure. Par contre, les réseaux s'améliorent beaucoup, et plus ces réseaux s'améliorent, plus on va être capable de faire de choses impressionnantes. Alors, ça fait froid dans le dos, mais il faut aussi imaginer les aspects positifs. Il y a toujours les deux. Il ne faut pas voir que le côté obscur de la force. Là, il y a des choses fantastiques qu'on pourrait imaginer aussi, donc notamment pour décoder l'activité de patients qui sont dans le coma, par exemple, de choses comme ça, de gens qui ne peuvent pas parler, on pourrait communiquer avec eux de cette manière-là. On peut aussi imaginer des choses un petit peu plus loufoques, mais je pense qu'on y arrivera dans quelques années, où on pourrait générer de l'art à partir de l'activité cérébrale ou des choses comme ça. De l'art, bien sûr, entre guillemets, à débattre, mais de la même manière qu'on génère à l'heure actuelle de l'art à partir de phrases, de textes qui ont été entrés par les sujets, on pourrait directement apprendre à le faire à partir de leur activité cérébrale et générer un tableau, une peinture, une musique, juste sur la base de leur activité, quelque chose qui leur correspond à eux, par exemple. Oui, on pourrait imaginer produire de l'art avec ses rêves, par exemple, puisque ça a été des sujets d'auteurs de science-fiction qui imaginent la commercialisation de rêves, finalement, que des gens vont acheter tellement ils sont merveilleux. Tout à fait. Caroline, ça vous fait réagir comment en tant qu'artiste, justement, cette idée que peut-être vous pouvez commercialiser vos rêves un jour? Oui. Oui. C'est-à-dire que déjà, en tant qu'artiste, on n'est pas les personnes qui gagnent le plus d'argent au monde. Donc peut-être que ça serait un moyen de nous faire... Mais non, en fait, je me demandais, c'était une question, c'était est-ce que dans le cerveau, est-ce que l'image est reproduite un peu par le cerveau? C'est-à-dire qu'il y a une carte qui reproduit cette image dans le cerveau ou pas vraiment? Elle est reproduite dans un certain sens. C'est-à-dire que si je cherche où est le visage dans le cerveau, je vais jamais trouver un visage, quelque chose qui ressemble à un visage. Mais il y est, et donc il y est dans son propre langage. Et tout ce qu'il faut apprendre pour ces algorithmes, c'est à traduire en fait entre l'image et le langage du cerveau. Mais c'est exprimé d'une autre manière. Il n'y a pas les yeux au milieu, avec la bouche au milieu, etc. D'accord. Oui, ça veut dire qu'en fait, l'algorithme, finalement, il comprend mieux le fonctionnement de notre cerveau que nous-mêmes. Puisqu'on ne sait pas trop comment ça marche. Il est entraîné pour avec beaucoup de données. Oui, parce que ça ne se fait pas avec juste une image. Il y a quand même tout un temps de calibrage, ce que vous expliquez. Ça représente à peu près combien de temps avant de comprendre le fonctionnement du cerveau d'une personne pour lire des images? Oui, donc pour tous les gens qui s'inquiètent qu'on peut lire dans leur cerveau, on ne peut pas le faire à leur insu, en tout cas pas à l'heure actuelle, puisque là, les sujets de cette expérience ont passé 12 heures dans le scanner, pas d'un coup, hein, en plusieurs fois, rassurez-vous, mais ils ont passé 12 heures dans le scanner pour entraîner notre algorithme, pour qu'on soit capable ensuite, sur de nouvelles images, de savoir à quoi y penser. Donc vous n'allez pas passer 12 heures dans un scanner à votre insu. Donc pour l'instant, vos pensées sont tranquilles, secrètes, pour l'instant. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans le dispositif, c'est qu'en fait, c'est de la méta... Enfin, c'est des images qui traduisent des images qui traduisent des images, en fait. Donc on est vraiment dans... Il n'y a pas du tout de transmission claire entre une représentation... Enfin,
un objet réel et une représentation mentale. On est vraiment en travers tout un circuit de médiation pour traduire d'un point à l'autre des représentations mentales. Donc, comme les machines, les humains n'arrêtent pas aussi d'apprendre à lire des images. Même lire des images d'IRM, c'est un métier. Enfin, il y a une raison. Et vous disiez que ça pouvait servir de communication pour des gens qui sont dans le coma. Comment on peut imaginer le chemin inverse? C'est-à-dire qu'on peut lire, voir si la personne dans le coma pense à quelque chose ou à une représentation. Et est-ce qu'on peut, à travers un système inverse, de faire passer des messages, par exemple, puisque c'est une des difficultés justement de cet état? Oui, donc ça utiliserait d'autres techniques, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus avec des techniques de stimulation cérébrale. Donc il y a des techniques qui s'appuient sur le signal magnétique, la TMS par exemple, la stimulation magnétique transcrânienne, ou des techniques qui s'appuient sur des électrodes qu'on va mettre dans le cerveau. Et ça se fait à l'heure actuelle justement pour des patients qui sont dans le coma. Non seulement on utilise les électrodes pour enregistrer l'activité de leur cerveau pour savoir ce qu'ils pensent, mais on peut utiliser les électrodes pour stimuler. Et avec ce genre de stimulation, on pourrait imaginer, mais on n'en est pas là, mais on pourrait imaginer induire un pattern d'activation qui leur fasse penser plutôt à telle chose ou plutôt à telle autre chose. Vaste sujet Oui. encore qui ne fait que démarrer, puisque effectivement c'est un des gros dossiers. Vous avez une chaire dans le grand projet Anity à Toulouse, et c'est le début, et il y aura sans doute encore beaucoup de choses à venir. Alors vous, Caroline, vous avez pris le contre-pied, parce que vous avez beaucoup de projets autour de la photo, autour de l'image, et puis vous avez fait un projet qui s'appelle les circulations impures. Vous avez pris finalement le contre-pied, puisque vous avez enlevé les images. Donc vous avez supprimé les images et remplacé ces images par des visuels. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce... Pardon, vous aviez remplacé ces visuels par du texte. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, au départ, c'est des grands posters un peu des manifestes, en fait, sur comment moi je vois le travail artistique, ma vision à moi. Et oui, effectivement, la place des visuels est remplacée par donc c'est l'icône sur Facebook quand une image est manquante. C'est une sorte de petite icône avec un paysage comme déchiré. Et puis, le texte, c'est donc le texte qui est en fait la balise alt des images Facebook quand elles sont absentes. Peut-être quand le serveur n'a pas téléchargé. Voilà, et ne peut pas les afficher. Donc, c'est ces images-là qui apparaissent. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'était que en fait, les images véhiculent des idées, véhiculent des mondes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. Et c'est vrai que du coup, il y a ce rapport texte-image dans ces nouvelles images générées par algorithme qui est vraiment extrêmement intéressant. Je trouve, est-ce que c'est l'image qui génère, ou l'idée qui génère l'image, l'idée qui génère l'art? Ça me fait penser à l'art conceptuel, ou est-ce que c'est le contraire? Je ne sais pas. Ou est-ce que peut-être même l'image peut induire une autre interprétation du texte qui peut être un texte de journal ou comme celui que vous présentez dans le poster là? Oui, parce que là, vous dites l'image contient peut-être un chien, intérieur texte, c'est ça qui dit Westball, Wandball, le chien qui veut un ballon. En fait, j'ai essayé de trouver les termes qu'utilisait habituellement Facebook dans les textes alternatifs. Et donc, a priori, ce serait sans doute un algorithme qui crée ces textes. Est-ce que c'est ça? Oui, alors il y a les deux. Souvent, quand vous mettez une image sur Facebook, en tout cas c'était le cas il y a 10 ans, je ne sais pas si c'est toujours le cas, on vous demande le texte alternatif. Donc il s'appuie au départ sur l'utilisateur humain qui va lui-même entrer son propre texte. Et une fois qu'on en a assez, on peut entraîner des algorithmes qui vont le faire à votre place. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, on ne vous le demande même plus parce que les algorithmes marchent très très bien. Vous mettez une image et on vous dit exactement ce qu'il y a dans l'image, on vous sort le texte correspondant. Sur mon smartphone, qui a plusieurs années, il sait très bien me dire si j'ai fait une photographie de mon chat.
Mais c'est là que le rapport texte-image est intéressant, parce que c'est extrêmement frustrant. En fait. Alors ça peut être très poétique, en fait, de ne pas avoir l'image. Et en même temps, si on veut regarder son chat, un texte qui dit « cette photo contient peut-être un chat » n'a strictement aucun intérêt et est très déceptif. Mais ça nous rend attentifs aussi. On est tellement nubilés sur les questions d'image. En fait, on est aussi dans un monde de texte et qui nous demande autant de capacité de déchiffrage et d'attention d'attention aussi aux différentes connotations et à la manière dont notre attention est guidée par le texte que par les images. Et donc, moi, je trouve ça super de travailler le texte en images. Alors, étant donné la longue histoire d'amour entre les chats et Internet, puisque vous parlez des chats, Ruffin, peut-être que la machine est aujourd'hui capable de reconnaître si on regarde un chat, si on pense à un chat, puisque ça doit être très documenté pour les réseaux de neurones, les chats. Ils doivent être capables de reconnaître les chats. Oui, oui, tout à fait. Donc, à partir de l'activité cérébrale, on peut savoir si c'est un chat ou on peut même reconstruire un chat. Oui, il n'y a pas de problème. Et après, donc, ce qui est intéressant aussi avec le texte, c'est qu'il existe le même type de réseau génératif qu'on regardait au début avec les images, des réseaux qui vont générer n'importe quel visage, etc., qui ont été entraînés sur du texte et qui peuvent vous générer n'importe quel texte. Donc souvent, ils démarrent avec le début d'un texte, parce que sinon, ils peuvent le faire totalement spontanément, mais du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais on peut donner le début d'un texte et le réseau va compléter. Ils arrivent à faire ça très bien. Et c'est vraiment le pendant textuel de ce qu'on a vu au départ avec les images. Et on peut utiliser des réseaux de neurones pour faire ça. Ils le font très bien. Et des réseaux comme GPT-3, à l'heure actuelle, c'est le plus connu, qui peut vous générer des pages entières, des paragraphes sur une thématique que vous donnez au début. Et c'est très dur. Il paraît qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire leurs devoirs, par exemple. C'est très dur de faire la différence entre du texte généré par la machine ou par l'homme, de la même manière que c'est très dur de faire la différence entre un faux visage et un vrai visage. Oui, on est là très très loin du copier-coller de Wikipédia. Donc maintenant, c'est vrai que pour les enseignants, ça devient quand même une tâche plus compliquée. Alors, pour parler de cette idée du texte et de l'image, à l'inverse du travail de Caroline, on a le prompt art. Alors, prompt art, qui est un phénomène dont on entend pas mal parler en ce moment dans les médias, qui est un dispositif, des algorithmes, des logiciels dans lesquels on va faire une requête. Un peu comme on fait une requête dans Google, donc on va dire, on fait notre recherche, nous, habituellement. Là, on va faire une requête spécifique dans un logiciel spécifique qui va nous sortir une image qui correspond à notre requête. Alors là, on a un exemple qui a été produit notamment par les mains de Ruffin sur un logiciel qui s'appelle DALL-E 2, sur une requête qui est la nuit étoilée à Toulouse dans le style de Van Gogh. Donc Van Gogh n'a pas peint la nuit étoilée à Toulouse, mais ça aurait pu donner ça. Est-ce que, donc Ruffin, vous ne travaillez pas sur la création artistique, mais pour autant, c'est des outils que vous utilisez, que vous touchez du doigt d'une manière ou d'une autre. De quelle façon est-ce que ça vous inspire ou pas dans votre travail de neuroscientifique ? Pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, pour expliquer un petit peu comment ces réseaux ont été entraînés, parce qu'on a parlé, en fait, on a vu tous les ingrédients de l'entraînement de ces réseaux de neurones. En fait, les réseaux qui génèrent ce genre d'images, ils ont été entraînés sur le alt-text, entre autres, donc les captions, les légendes que les gens ont bien voulu mettre sur les photos qu'on peut trouver sur Internet. Et en fait, Internet est tellement grand qu'il y en a plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards, qui ont été connectés automatiquement. Donc DALL-E, c'est un modèle qui a été produit par OpenAI. Il y a d'autres, Facebook et Google travaillent aussi là-dessus, parce qu'ils ont des bases de données assez larges quand ils collectent tout ce qu'il y a sur Internet pour entraîner ce genre de modèle qui apprend juste en fait la traduction entre du texte et des images. Et il peut utiliser cette traduction dans un sens ou dans l'autre. Vous lui donnez une image, il peut produire un texte, mais à l'inverse, vous lui donnez le texte et il peut aussi vous produire une image qui n'existe pas sur Internet, mais c'est un peu l'image que vous auriez eue sur Internet si vous aviez eu cette légende à côté. Et donc les réseaux de neurones, comme je vous le disais, si on a assez d'exemples, on peut leur apprendre n'importe quoi. Et donc ils ont appris à faire ça. Alors pourquoi c'est bien, outre le fait que moi je trouve ça beau, mais après ça c'est quelque chose qu'on pourra débattre, je pense qu'on pourra y passer longtemps. Une des choses qui m'intéresse moi personnellement, c'est que je pense qu'on a dans le cerveau le même type de réseau génératif qui part pas forcément du texte, il peut partir de n'importe quoi, mais il nous génère des images. C'est ce qu'on appelle l'imagination, mais c'est aussi ce qu'on appelle le rêve. Quand on rêve, on laisse tourner notre modèle génératif. Et donc ça prouve bien qu'on a ce genre de réseau de neurones dans le cerveau, et on les connaît beaucoup moins bien
parce que c'est facile de présenter des images à un sujet humain et d'enregistrer l'activité correspondante. C'est beaucoup plus difficile de faire ce genre de choses, de deviner, parce que quand le sujet imagine, c'est lui qui choisit ce qu'il imagine, et c'est très dur à étudier scientifiquement. Et ça pourrait être une manière pour nous de comprendre un petit peu ces réseaux génératifs, l'imagination dans le cerveau. C'est pour ça que ça m'intéresse. Mais c'est beau. Van Gogh se retourne dans sa tombe. Alors en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu, là, il y a 1000 tableaux quand on met cette requête, on en a, il n'y en a pas qu'un seul. On peut en générer autant qu'on veut, et ils sont tous un petit peu différents. Et voilà. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. On a fait faire les coquelicots à Van Gogh, du coup. Et alors, en fait, c'est pas juste, c'est comme pour les portraits, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste des fragments d'images de Van Gogh qu'on va additionner, c'est vraiment dans le style d'eux. C'est ça qui est bluffant, c'est-à-dire qu'en fait, on va descendre d'un niveau dans l'image. On ne va pas juste aller chercher, par exemple, la nuit étoilée de Van Gogh pour la coller dans une photo de Toulouse qui aurait été détourée. C'est pas du tout ce travail-là que fait la machine. Non, quelque part, on peut penser, je pense que ça vaudrait le coup de le débattre, mais on peut penser que le réseau de neurones ou quelque chose dans le réseau de neurones a compris le concept de ce que c'est que le style de Van Gogh. C'est-à-dire qu'il a abstrait, il a généralisé en tout cas, à partir de beaucoup d'images de Van Gogh, il a généralisé ce qui, selon le réseau, constituerait le style de Van Gogh pour pouvoir le recoller un petit peu partout. Si on veut être précis, ce qui va être numérisé du style de Van Gogh, parce que c'est quand même la grande différence entre un tableau de Van Gogh et les images, même dont Dali s'est inspiré, c'est qu'effectivement, c'est ce qui peut être pixelisé, numérisé et traité numériquement. Donc on n'a pas la patte de Van Gogh. Enfin, c'est la raison pour laquelle personne ne va aller jeter de canettes de soupe sur cette représentation. Par exemple. Oui, alors effectivement, il y a aussi une autre question qui peut venir, c'est aussi que quelque part c'est une sorte de caricature de Van Gogh, c'est-à-dire que c'est dans le style d'eux, c'est-à-dire que la machine va être capable de faire que dans un certain style de Van Gogh. Je pense à Picasso par exemple, qui a eu plusieurs styles dans sa vie artistique. Si la machine travaille sur son époque cubiste par exemple, quand après il passe à autre chose, dans le style de Picasso, ça sera plus le nouveau Picasso. Oui, mais je pense que ça dépend. Donc ça dépend de ce que la machine a vu dans son entraînement et ça dépend de ce qu'on lui demande. Je pense que s'il y a assez d'images, et je pense que de Picasso il y en a assez, s'il y a assez d'images sur Internet pour que la machine ait bien fait son travail, eh ben, elle fera une image différente si on lui dit Picasso période bleue ou si on lui dit Picasso période cubique. Et il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est les images d'entraînement. Et la requête. Oui, c'est ça, et la nature. Plus c'est parce que je crois qu'on est beaucoup à s'être amusé avec ce type de logiciel de génération d'images. Ça marche d'autant mieux qu'on donne des prompts, des requêtes concrets. Si on commence à jouer avec des concepts philosophiques, alors c'est très drôle. On a l'impression que Dali nous fait une crise psychotique en fait dans sa production d'images. Ah oui, il y a une sorte de familière étrangeté dans toutes ces images qui est presque un peu troublante. Enfin, et c'est ça que je trouve intéressant, moi, peut-être cette aura de la technologie, je sais pas. Oui, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange par rapport à la robotique, où quand des robots commencent à ressembler vraiment proches à l'humain, on se sent mal à l'aise parce qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de ces images. Alors ça pose quand même vraiment la question de la création, parce que là, effectivement, ça a été, on va dire, Ruffin, sauf votre respect, vous n'êtes pas dans une démarche de création d'images à la Van Gogh. Par contre, d'autres artistes utilisent ces algorithmes pour créer des images inédites. C'est le cas de l'image suivante qu'on va voir tout de suite. Voilà. Alors cette image, elle a eu son quart d'heure de célébrité, on va dire, puisque en fait, ça a permis à son auteur, donc un Américain, Jason Allen, de remporter un prix, alors pas un grand prix international, mais un prix local dans un État des États-Unis, le premier prix de la peinture de cet État. Et le jury a découvert, après avoir attribué le prix, que cette image ne devait rien du tout à un humain, sauf la phrase qui a été entrée dans la machine, dans le logiciel qui s'appelle Midjourney, et le titre que l'auteur l'auteur donc a attribué, voilà, théâtre d'opéra spatial. Mais en fait, il n'y a aucune main humaine qui a travaillé sur cette toile ou sur cette image pour la dessiner. Donc là, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans le cadre d'une création pure, puisqu'on n'est pas dans un style 2, ou alors c'est une époque ou c'est d'autres références?
mais disons que ça ne copie pas un peintre connu. Aline? Sur la démarche, oui, je pense qu'il y a une démarche de création. Étant entendu que l'histoire de l'art, en gros, consiste à reposer à nouveau frais à chaque génération la définition de ce qu'est l'art. Et Caroline parlait tout à l'heure de l'art conceptuel, c'est déjà un peu le même principe. Hein. Vous avez Bernard Venet qui a son brevet du tas de charbon. La possession de l'œuvre, c'est le protocole. C'est pas le tas de charbon en lui-même. Et ici, on pourrait dire que c'est pareil. C'est effectivement l'idée de la requête qui a été posée dans le logiciel, qui crée une œuvre. Donc, je pense que c'est pas problématique de dire qu'il peut y avoir une forme de création qui passe par la formulation de la requête, finalement, et le choix du logiciel aussi, parce que je pense que selon le logiciel de production d'images qu'on choisit, on peut avoir des résultats assez différents aussi. Donc, je pense que c'est pas surprenant, en fait, on va dire, dans l'histoire de l'art que, oui, on utilise les technologies de l'époque pour poser à nouveau frais la question de ce qui définit l'art. Ce dont on parlait très brièvement avant qu'on commence cette table ronde, c'est finalement pourquoi ce tableau a gagné un prix. Parce que moi, j'étais un peu sceptique en le trouvant assez attendu. Enfin, pour moi, ça correspond à une esthétique. Il y a un petit côté jeu vidéo. Ça correspond à un type d'image auquel on peut être, qui est un mixte effectivement entre le tableau de genre très somptueux et l'esthétique jeu vidéo, qui pour moi peut plaire parce que ça rencontre une esthétique assez mainstream. En fait, il n'y a pas d'innovation stylistique dans la production de cette image au-delà de comment elle a été produite. Pour avoir un peu regardé ce qui se faisait dans l'art, en ce moment, par rapport à les prompts, en fait, j'ai compris qu'il y avait quand même deux catégories de types de travaux. Il y a des artistes qui vraiment vont taper des textes, des prompts et créer des images. Donc l'image en elle-même est pour eux une œuvre, une création, le résultat d'un processus. Et puis il y a aussi les artistes, des artistes qui vont intégrer ce type d'algorithme dans leur travail, plus d'installation ou dans, pourquoi pas, des fictions, ou qui vont mêler ces images-là, pourquoi pas, avec d'autres images. Et donc là, on a quand même deux directions assez différentes. Voilà. C'est ça. Et dans les deux cas, finalement, le logiciel est utilisé, ou le programme, c'est le bon terme, algorithme va être utilisé comme un outil, parce que finalement, que ce soit la question de la requête, où on va être dans quelque chose d'extrêmement précis, j'avais écouté comme ça un des artistes qui expliquait que finalement, c'était une connaissance fine du logiciel avec lequel il travaillait, et finalement, un peu comme on a appris à parler Google quand on veut faire nos requêtes sur Google, on apprend à parler ce logiciel pour faire la bonne requête. Mais Ruffin a fait pareil quand on lui a dit on voudrait le champ de coquelicot de Van Gogh. La traduction que vous en avez fait pour avoir un tableau qui ressemble au champ de coquelicot de Van Gogh, vous n'avez pas juste mis le poppy field. Il y a plus d'éléments qui font qu'on est allé vers un résultat qui était là-dessus. Et c'est vrai que sur la deuxième partie aussi, sur ce côté collaboration, sur le côté contribution, où vraiment on est sur un outil finalement. Oui, puis ça pose aussi. En fait, je trouve que ça pose la question de plusieurs manières. La question, toujours un peu les mêmes questionnements aussi, je pense, de l'auteur, de l'auteur en tant qu'auteur. Parce que même quand on voit l'image de Van Gogh et qu'on se dit que c'est peut-être aussi comme ça que les peintres peignent, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent. Et quand on voit cette image, on se dit, est-ce que c'est effectivement la personne qui a écrit le texte qui en est l'auteur, ou si c'est le scientifique qui a écrit l'algorithme qui en est l'auteur, ou est-ce que c'est les deux, ou est-ce que c'est la machine qui est peut-être un auteur aussi, je ne sais pas. Du coup, c'est intéressant en fait le maillage de personnes qui prennent part à ces images-là. Ce qui d'ailleurs pose question quand on affiche la photo pour mettre les droits d'auteur. On se pose beaucoup de questions sur ce sujet.
Exactement, oui. Si on vend ces images, et ça a été vendu, hein, il y a des exemples célèbres aussi récents dans des marchands d'art qui ont vendu des images produites par des machines plus de quelques dizaines de milliers de dollars, voire plus. Donc ça pose aussi la question du marché de l'art, puisque là, on est capable de générer des milliers, enfin, voire des milliards d'images, hein, finalement. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là? Oui, ce qui paraît un peu injuste, c'est que, par exemple, pour générer la nuit étoilée à Toulouse de Van Gogh, ça m'a pris 4 minutes peut-être sur. Donc, en termes d'effort, il y a un effort qui est beaucoup plus important de la part de la personne qui a programmé, des personnes parce qu'ils étaient extrêmement nombreux, mais surtout qui ont passé énormément de temps pour programmer cet algorithme au début, l'entraîner, trouver le dataset correspondant. Et tout cet effort-là, en fait, quelque part, n'est pas récompensé, ou il a été récompensé différemment, en salaire certainement et autres. Mais dans le processus créatif, j'ai l'impression d'avoir eu une part tellement minime. Et pourtant, en termes de copyright, par contre, ils sont clairs là-dessus. Maintenant, ils laissent tous les copyrights aux personnes qui créent les images. Donc, c'est moi qui détiens le copyright de cette image parce que j'ai rentré cette phrase. De cette image, pas d'une autre, parce que si quelqu'un rentre la phrase à un autre moment, il générera une autre image, et il aura son propre copyright, même si la phrase est la même. D'accord, ça veut dire qu'on est propriétaire en fait de l'image. N'importe qui peut être propriétaire ici. Si ce soir vous rentrez, vous allez sur Midjourney, vous pouvez être propriétaire de n'importe quelle image que vous allez créer. Ça pose quand même aussi la question du métier de graphiste, du métier d'illustrateur, de beaucoup de métiers qui, du coup, vont devoir peut-être se réadapter. Je ne sais pas de quelle manière, mais... Et ça aide aussi dans d'autres métiers, comme notamment les métiers académiques, que ce soit pour faire des affiches, hein, pour des colloques, ou le grand problème en esthétique ou en histoire de l'art, c'est qu'on n'arrive plus à publier des livres parce qu'il faut payer des droits absolument faramineux pour la reproduction. Et moi, en voyant ça, je me disais, mais la prochaine fois que je dois faire une affiche pour une journée d'études, en fait, je me fais moi-même mon image, j'ai mon copyright et je ne suis plus en train de flouter le système. Mais en soi, ce qui est super intéressant, c'est qu'on en revient toujours à cette question de qui a les droits et combien ça coûte. Ça fait des années que je donne cours sur un philosophe du XXe siècle qui s'appelait Walter Benjamin, qui réfléchit à la reproduction technique à l'époque des œuvres d'art, donc la photographie, le cinéma, en disant c'est génial politiquement parce que ça va casser tout le mystère et tout le piédestal sur lequel on a mis l'art classique qui représente, où on vénère des génies qui ont été capables de peindre telle ou telle peinture, avec la photographie qui demande un savoir-faire très minimal. Tout un chacun peut produire des images, se les approprier, on ne les vénère pas comme un tableau unique, on fait des coupages, des collages, etc. Et donc, dans les années 30, il dit, en fait, c'est super, on va sortir de ce système de l'association auteur-nom. Et ici, en fait, c'est directement la question sur laquelle on revient. C'est qui est l'auteur, qui a les droits, et derrière ça, il y a quand même quelle valeur ça a, qui il faut payer. Et c'est aussi, spontanément, la question que je me posais tout à l'heure en disant on va pouvoir, à terme, retranscrire les rêves, on espère, des volontaires pour en faire des œuvres d'art. Mais pourquoi, comment, pourquoi mon rêve ne se suffit pas à lui-même? Pourquoi il y a ce besoin non seulement de vouloir en produire une représentation dite artistique, et en plus d'y associer son nom, et c'est souvent des questions de droit d'auteur, en fait. Donc, finalement, on n'arrive pas à sortir de ce qu'on hérite de la Renaissance, en fait, qui est cette idée de l'artiste qui a son nom, qui est derrière la création et qui mérite ses royalties, en fait. Même avec des logiciels qu'on n'aurait pas, des algorithmes qu'on n'aurait pas imaginés il y a 15 ans, capables de créer de telles images. Oui, alors après, c'est aussi la production de ces images, elle est dans un milieu économique, comme vous dites, elle est dans un environnement économique, parce que au début, on parlait des images, des portraits qui sont sur les sites web de certaines entreprises pour faire croire qu'elles ont plein de monde, mais il y a aussi certains médias qui utilisent en illustration d'articles très sérieux, et des médias très sérieux, alors je ne citerai pas les noms, mais sur Internet, on les trouve vite, il y a des médias qui utilisent ces logiciels pour, chanter, en fait, les photographes ou les illustrateurs professionnels, produire leurs propres images, détenir les droits sur ces images,
images. Et puis quand on pense qu'on peut aussi produire des textes sans journaliste humain à partir d'une information, d'une news qu'on va mettre dans la machine, voilà, la boucle est quelque part bouclée d'une forme d'automatisation de l'information qui va circuler de plus en plus. Oui, ça vous laisse sans voix. Oui, en plus, elle circule sans toutes les informations, sans le contexte. C'est ça, dans l'exposition là, Art Ex Machina. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez mis les prompts, en fait. Et donc, du coup, et on voit aussi que l'artiste illustrateur va se servir de l'image pour retoucher, rajouter des choses. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant déjà d'avoir les prompts, parce qu'à mon avis, on les aura que rarement. Et donc de pouvoir les voir déjà. Je trouve que finalement, artistiquement, je trouve que l'image ne va pas sans son prompt, en fait. Moi, personnellement, il faudrait toujours les avoir. Et puis après, l'idée qu'en fait, sans doute les illustrateurs, les graphistes, les artistes vont retoucher les images, les remanipuler. Ça sera intéressant à voir. On a hâte. Oui, parce qu'on s'inquiète toujours de est-ce que la machine va remplacer l'artiste, que ce soit pour les graphistes ou autres. Mais je pense que ce que vous disiez auparavant, c'était que l'artiste peut aussi s'adapter à ces nouvelles technologies. Et l'exposition le montre bien. On peut avoir une collaboration entre l'artiste et la machine. La machine est capable d'utiliser une esquisse de l'artiste pour lui donner un produit final, ou à l'inverse, l'artiste peut utiliser le premier jet de la machine et puis l'améliorer à sa sauce, et il va gagner beaucoup de temps comme ça. Donc, je pense que c'est plus une question d'adaptation. Maintenant que cette technologie existe, si on est capable de s'adapter, et l'homme a toujours été capable de s'adapter, je pense que ça peut être bénéfique. Alors, allez voir l'exposition. On a une petite image juste pour que vous ayez une idée de ce dont on parle, qui est donc une petite expo. Alors petite non, parce que c'est des très grands panneaux en plus, mais c'est une exposition qu'on a conçue donc avec la contribution de Ruffin Van Rulen et de Sylvain Sarail, donc du studio Umeshu Lovers et son équipe, sur lequel justement on est venu questionner cette idée de la création, de l'intelligence artificielle et du prompt art. Donc avec cette idée de l'IA qui produit des images complètement bluffantes en termes de réalisme pour les portraits, comme on a pu vous montrer en début de rencontre, sur des images complètement fictives, comme ces images du futur, où là, on est vraiment dans de la création pure et dure. Et puis après, justement, sur cette confrontation entre un humain face à un même prompt, donc le petit jeu auquel s'est prêté l'artiste, donc Sylvain Sarail, c'était, il se donnait une requête, il faisait un dessin dans son coin, il faisait la même requête à un logiciel, et puis il confronte les deux images. Et c'est rigolo, parce que quand on en reparle avec lui, des fois, il nous dit « Ah, ça, c'était bien vu, j'aurais pas pensé à ça ». Et c'est vrai que c'est vraiment cette idée d'un enrichissement, d'une inspiration, etc. Et c'est quelque chose qu'il utilise, lui, dans son travail, comme l'idée de créer des planches tendances qui peuvent être des inspirations pour la création d'images par la suite, ou bien même, pourquoi pas, pour finir des images, agrandir le contour des images à partir d'une base, on l'étend. Et c'est vrai qu'il l'utilise vraiment comme un outil, ça fait vraiment partie des développements utilisés dans son labo. Voilà, c'est une exposition que vous pouvez découvrir sur les grilles du Jardin Royal en face du Quai des Savoirs à Toulouse jusqu'au 6 novembre, donc pendant le festival Lumière sur le Quai. Alors après cette petite page publicitaire, je vous propose d'ouvrir la discussion, de vous donner la parole. Donc merci Camille. Voilà, elle va vous tendre un micro si vous le souhaitez. Et donc si vous avez des questions, des commentaires, ou peut-être parmi vous certains utilisent aussi ces algorithmes et vous avez peut-être des témoignages ou des avis différents. Donc on peut prendre un petit moment pour en discuter. Oui, monsieur. Bonjour à tous déjà. Et du coup, ma question, je ne sais pas si elle est bête, mais c'était par rapport aux logiciels et aux applications qui créent des images. Et je me demandais en fait si c'était possible que le logiciel crée une image similaire 2 fois en rentrant les mêmes codes. Ouais, donc je pense que oui, la question. Donc, c'est des logiciels qui sont déterministes dans le sens où si on donne exactement les mêmes entrées, ils vont produire exactement la même chose. Mais ils ont une composante qu'on appelle stochastique, qui en fait, alors pour rentrer dans les termes techniques, on appelle ça la seed, la graine aléatoire, qui injecte en fait de l'aléatoire dans le processus. Et donc, pour générer 2 fois la même image, il suffit de donner 2 fois la même graine. Donc souvent, cette graine, elle est déterminée par l'algorithme. Nous, on ne sait même pas qu'il y en a une et on laisse l'algorithme faire. Et donc, si on met 2 fois la même requête, comme la graine sera différente, on n'aura pas 2 fois la même image.
Mais si on a accès à la graine, et on a accès en fait, si on le demande, si on a accès à la graine, on peut générer 2 fois la même image, et du coup une autre personne dans le monde, avec votre requête et votre graine, pourra régénérer exactement la même image. Mais du coup, ça met des problèmes en termes de copyright, comme on en parlait tout à l'heure. Bonne question. C'est le premier qui l'a fait. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions également en ligne, s'il y a des personnes connectées qui auraient des questions qu'on peut retranscrire? La graine, là, juste, en fait, c'est un bout de programme, c'est ça? C'est un nombre. C'est juste un nombre, en fait. Okay. Comme une clé. D'accord. Par défaut, c'est 42, pour des raisons... Oui, je vois. Allez-y. Juste une petite question. On a beaucoup parlé des images sur les outils, logiciels, algorithmes que vous utilisez. J'aurais voulu savoir si vous les utilisez aussi sur tout ce qui va être écrit et texte. Et je pense notamment aux œuvres de littérature, de la même façon qu'on réussit à reproduire quelque chose dans le style de Van Gogh. Est-ce qu'on a imaginé de recréer un roman à la Kafka ou carrément créer une œuvre littéraire par une IA? Oui, je réponds encore à la question. Donc, j'ai 2 choses à dire là-dessus. D'abord, on avait un collègue à Toulouse qui est reparti en Belgique, donc on l'a plus, Tim Van de Kruis, qui faisait ça il y a une dizaine d'années. Il avait créé, avant les réseaux de neurones et tout ça, il avait créé un logiciel qui générait de la poésie dans le style de Charles Baudelaire, je crois. Donc, il avait entraîné sur tous les textes de Baudelaire. Et il arrivait à ressortir des nouvelles poésies. Alors il donnait un thème, c'est un peu l'acide ici, il donnait un thème, une thématique, juste avec un mot. Et à partir de là, aléatoirement, le texte générait quelque chose sur ce thème et dans le style de Charles Baudelaire. Ça marchait plutôt bien, en tout cas c'était intéressant. Mais à l'heure actuelle, avec les réseaux de neurones, là il n'y a plus débat. Parce que, donc, comme j'expliquais, ils sont capables de générer... Ils ont appris tout Internet. Au départ, c'était Wikipédia. Après, pourquoi s'arrêter là? Ils ont appris tout Internet. Et donc, ils ont vu énormément plus de textes que vous pourrez en lire dans toute votre vie, même si vous commencez maintenant sans vous arrêter. Et donc, ils sont capables de régénérer du texte, du nouveau texte, sur la base, en gros, des statistiques de textes qu'ils ont appris. Et de la même manière qu'on peut dire, donc, sur ces algorithmes qui génèrent des images dans le style 2, ils sont aussi capables de s'adapter. S'adapter sur une thématique donnée, mais s'adapter aussi avec un style donné, et ça leur pose pas de problème. Et alors après, est-ce que c'est plausible? Ça va être comme le Van Gogh. Est-ce que c'est plausible en tant que Van Gogh? Peut-être pas, mais on reconnaît quand même le style qu'on demande. Ouais. Et sans aller jusqu'à imiter un style, tout simplement créer un roman ex nihilo. Aujourd'hui, maison d'édition, techniquement, elle pourrait se dire, bon, mais on va sortir un roman créé par une IA qui pourrait très bien fonctionner parce qu'il y a des codes, etc. Et ouais. Ne plus avoir d'écrivain à payer. On n'est pas encore là, mais on y viendra bientôt. En fait, la limite, c'est triste à dire. Non, mais de la même manière, après, je pense qu'on pourra débattre si... je pense qu'il y aura toujours besoin de l'intervention humaine, mais la limite technologique à l'heure actuelle, c'est la longueur des textes qui sont générés, parce qu'il faut les générer d'un coup pour qu'ils soient cohérents. Et la demande en ressources computationnelles grandit avec le carré de la taille du texte qui est généré. Et donc, pour générer un texte qui est 2 fois plus grand, ça ne prend pas 2 fois plus de ressources, ça prend beaucoup plus de ressources. Et donc c'est pour ça, pour l'instant on est limité par ça, on génère des textes qui font plusieurs pages, mais pas des textes qui font 200 pages, mais ça n'est qu'un problème en fait de calcul. Et donc quand on aura les ressources de calcul, on pourra le faire. Mais cela dit, si on part de l'idée que pas au sens technique évidemment, mais les algorithmes ce sont des programmes qui prédisent et qui conduisent un processus avec des étapes réglées. Les romans à l'eau de rose de type Harlequin, par exemple, sont déjà produits
à la chaîne sur base de manuels avec des consignes très précises. Et là, finalement, on n'est pas si loin de l'auteur est déjà presque un bot qui a très peu de marge de manœuvre subjective dans ce qu'il va produire. Et je pense que, à mon avis, ce sera les premiers à pouvoir être produits avec ce type de logiciel. Et je ne sais pas si on verra. La question, c'est est-ce qu'on verra, est-ce que ce sera plus facile de produire un harlequin que de produire à la recherche du temps perdu. C'est vrai que pour les scénarios de films aussi, hein, il y a des guidelines qui sont très très précis quand on veut faire un film hollywoodien sur des super-héros. On n'a pas la possibilité, les humains n'ont pas la possibilité de dévier, sinon le film n'est pas produit. Donc finalement, les humains se comportent comme des machines, parfois comme des algorithmes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voulais savoir si quand on va sur un site internet et qu'on nous demande d'appuyer sur, enfin de cliquer sur, mettons, 3 bus ou 3 feux rouges pour savoir si on n'est pas un robot, est-ce qu'en faisant ça, on entraîne une intelligence artificielle ou pas du tout? Oui. Plutôt l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet qui n'entraîne pas l'entraînement d'une intelligence artificielle? Mais alors, là où c'est, enfin, pour compléter un peu la question, c'est vrai que des fois on coche des petites cases, est-ce qu'il y a un pont ou pas, et si on se trompe, il nous le dit quand même. Donc il nous utilise, mais en fait il check quand même qu'on ne dise pas n'importe quoi. Et parce que donc le but de ces algorithmes au départ, c'est de vérifier qu'on est humain. Donc si on est humain, c'est qu'on doit savoir reconnaître les ponts. Donc il y a quand même ce but premier, mais ensuite, pour entraîner ces algorithmes pour qu'ils soient de plus en plus forts, on va récupérer les données et s'en saisir. Mais il faut de temps en temps vérifier que justement on n'a pas affaire à un bot, et donc c'est pour ça qu'ils font tourner un vrai algorithme derrière pour vérifier. Ça sert quand même à quelque chose. Mais c'est vrai que c'est devenu plus difficile maintenant. Enfin, plus difficile, on s'entend, hein, mais de type, le feu rouge, il déborde un peu dans la case de gauche, là, est-ce que je suis censée cliquer dessus? Et c'était pas comme ça il y a 10 ans, quand effectivement on sentait que là, l'algorithme, il avait tout à apprendre. Hein. Un feu rouge, c'était pas simple. Parce que c'est de plus en plus difficile de prouver qu'on est humain, de la même manière que les visages avaient du mal, enfin nous on avait du mal à dire, c'est un petit peu le même principe en fait, parce que les bots sont de plus en plus forts, ils peuvent se faire passer pour nous, et donc c'est à nous de prouver qu'on est vraiment humain, et c'est très dur. C'est plus difficile de prouver qu'on est humain. Je crois que ça, c'est une belle phrase de conclusion qu'on va pouvoir tweeter. Et du coup, voilà, on va se remettre sur les réseaux sociaux. S'il n'y a plus d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Marina, c'est toi qui fais les remerciements. Alors, un grand merci à tous les trois, Caroline Delieu-Traz, Ruffin Van Rullen et Aline Viam. Merci également au studio Meshu Lovers, qu'on a cité tout à l'heure, qui a travaillé avec nous sur le projet Artex Machina. Et puis, voilà, vous pouvez retrouver cette vidéo et toutes les autres vidéos qui vont suivre du Festival Lumière sur le Quai sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs. Donc, en attendant, restez connectés, restez curieux et à très bientôt. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir.